Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Au programme, la rétrospective Brian De Palma à la Cinémathèque française, que nous évoquerons en compagnie de Laurent Vachaud, co-auteur des entretiens avec Brian De Palma, sans oublier les autres événements et les ressorties du mois de juin. Nous avons eu le privilège de rencontrer la réalisatrice Diane Curis, l'invitée de Flashback, à l'occasion de la ressortie dans les salles de Cocktail Molotov et de l'édition DVD d'Un homme amoureux. Enfin, pour célébrer comme il se doit les 50 ans de 2001, l'Odyssée de l'espace, nous allons nous replonger dans l'aventure du tournage du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Et tout de suite, on parle des ressorties. Nous débutons ces ressorties avec un classique d'Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés, réalisé en 1974, à nouveau en salle depuis le 30 mai, en version restaurée 4K, avec Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi et Stefano Satta-Flores, l'histoire de trois amis, au départ partisans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nicolas, modeste professeur, a été renvoyé pour avoir exprimé des idées jugées subversives et vivote à Rome comme critique de cinéma. Gianni, lui, est avocat stagiaire, il va finir par épouser la fille d'un homme d'affaires, et Antonio, syndicaliste, qui lui est resté brancardier que sa femme trompe avec les deux autres. Le film peut se résumer à cette réplique lancée par l'un des protagonistes: nous voulions changer le monde, mais c'est le monde qui nous a changé. C'est un film bilan pour Ettore Scola, une chronique sur 3 décennies, à la fois lucide et désenchantée. Le film recèle une part autobiographique. Scola disait lui-même qu'il pouvait se reconnaître dans ces 3 personnages pétris de contradictions. C'est à la fois une œuvre drôle et amère qui résiste merveilleusement bien au temps grâce à ses apartés oniriques, les répliques du tandem Ange et Scarpelli, son splendide quatuor de comédiens et la musique entêtante de Armando Trovaioli. C'est aussi un superbe hommage à l'histoire du cinéma italien dans lequel apparaissent dans leur propre rôle Federico Fellini à l'occasion de la recréation du tournage de la Dolce Vita, Michelangelo Antonioni et Vittorio De Sica, à qui le film est dédié et qui apparaît lors d'une manifestation organisée par le journal Paesa Sera, où il explique comment il était parvenu à faire pleurer le petit garçon du voleur de bicyclette. Avant ce film, Scola s'était fait remarquer comme scénariste des films de Dino Risi, Le Fanfaron bien sûr et Les Monstres, et comme cinéaste prometteur grâce à Drame de la jalousie, mais c'est le succès de Nous nous sommes tant aimés qui va l'imposer comme le leader de la nouvelle vague italienne. Le film marquera le début d'une série de longs métrages majeurs qui se poursuivra avec Affreux, Sale et Méchant et Une journée particulière. Gianni Perico. Sono Antonio, non mi riconosci? Antonio. Gianni. Ma quanti anni sono passati? Da quando ci menammo, sotto la pioggia, ti ricordi? E come no? Dice il mondo è piccolo, ma è piccolo Gianni, 25 anni per ritrovarsi. Certo che è piccolo il mondo. No, cioè grande. Ma come te la passi? Come me la passo? Gianni, che stai a fare qui? Dimmi di no pure se sì. Fai il guardiamacchine. Marocco de Joseph van Steenberg ressort sur les écrans le 6 juin en version restaurée avec Marlène Dietrich et Gary Cooper. Nous sommes à Mogador, au Maroc, alors qu'elle est sur le point de se marier avec un peintre. Une chanteuse de cabaret va tomber amoureuse d'un légionnaire. Le légionnaire étant bien sûr campé par Gary Cooper et la chanteuse évidemment interprétée par Marlène Dietrich. Marocco est le premier film hollywoodien de Marlène Dietrich et sa seconde collaboration avec Joseph van Steenberg qui avait tourné L'Ange bleu en Allemagne 1 an plus tôt. Le film est écrit par Jules Furtman, futur scénariste du Grand Sommeil et de Rio Bravo. Alors cette collaboration bien sûr fructueuse entre Dietrich et van Steenberg va se poursuivre évidemment après ce film. Suivront notamment Shanghai Express et bien sûr le baroque et assez kitsch selon moi, L'Impératrice rouge. Marlène Dietrich obtiendra pour ce film Marocco sa première et unique nomination à l'Oscar, ce qui peut paraître quand même un petit peu étonnant. Et le film demeure célèbre par et pour Marlène Dietrich, qui scandalisait les bonnes mœurs en embrassant une femme sur la bouche et en portant un smoking d'homme et un chapeau, qui évidemment avait fait beaucoup fait parler à l'époque, et aussi pour ce plan final fascinant dans lequel la star s'enfonce dans le désert, rejoignant la troupe des femmes soldats qui accompagnent le régiment de Gary Cooper.
Changement de registre avec Le Spécialiste de Sergio Corbucci, réalisé en 1969 avec Johnny Hallyday, Françoise Fabian et Sylvie Fenech, qui ressort en version restaurée 4K le 13 juin. Notre rocker national y joue un personnage qui s'appelle Hud, un pistolero taciturne mais efficace, qui se rend dans la ville de Blackstone où son frère Charlie a été lynché par la population après avoir dérobé l'argent de la banque, qui depuis reste introuvable aux grandes dames des notables ainsi que du bandit mexicain El Diablo. C'est le chanteur qui est impressionné par les précédents westerns de Corbucci, Django et Le Grand Silence, qui va solliciter le réalisateur italien pour lui écrire le rôle de Hud. C'est plutôt un changement de registre d'ailleurs pour le rocker qui était cantonné jusqu'alors à des rôles de copain chanteur. L'acteur chanteur a sans doute pris comme modèle Clint Eastwood dans la trilogie des $, mais malheureusement la comparaison ne tient pas tant. L'acteur semble mal à l'aise, au bord du ridicule parfois. Il faut dire aussi que c'est loin d'être le meilleur film de Sergio Corbucci, qui tend ici à plagier outrageusement Sergio Leone dans une histoire de vengeance guère passionnante. Mais bon, si vous avez la curiosité de voir notre Johnny en pistolero, alors ne boudez pas votre plaisir. Je rajoute d'ailleurs que 2 autres films interprétés par la star ressortent sur les écrans. Point de chute de Robert Hossein, réalisé en 70, et D'où viens-tu Johnny de Noel Howard, réalisé en 1963. Lui, le spécialiste. Sa spécialité, c'est l'adresse. Elle, c'est la féminité. Je suis contente de te revoir. Je suis peut-être la seule personne dans la ville à ne pas avoir peur du fameux et impitoyable revolver de Hud. Tu es toujours mon ami? Je n'ai pas d'amis. Je tire au moins aussi bien que toi, spécialiste. Pour le shérif, seul compte le respect de la loi. Si je voulais, je pourrais te tuer. Mais je veux te voir ramper comme un ver. Je suis là, shérif. Comment as-tu fait? Secret du métier. Elle, c'est la pureté. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Je vous dis que mon père n'est pas là. Je vous interdis d'entrer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? On termine, c'est ressorti par un classique des classiques. Je veux bien sûr parler du Silence des agneaux de Jonathan Demme, réalisé en 1991, qui ressort le 20 juin avec évidemment au casting Jodie Foster, Anthony Hopkins et Scott Glenn. Une jeune stagiaire du FBI, Clarice Starling, est chargée de retrouver un tueur en série surnommé Buffalo Bill. Pour cela, elle doit rentrer en contact avec Hannibal Lecter, un ancien psychiatre cannibale détenu depuis des années. C'est Gene Hackman qui, à l'origine, détenait les droits du film et qui désirait écrire, diriger et jouer dans ce film, mais qu'il abandonna à la lecture du script qu'il jugeait trop violent. Quand Jonathan Demme reprit le projet avec Ted Telley au scénario, il proposa d'abord le rôle de Clarice Starling à Michelle Pfeiffer, qui refusa car elle aussi trouvait le film trop violent, décidément, avant de le confier à Jodie Foster. C'est l'adaptation du roman de Thomas Harris, dont le précédent livre, Dragon Rouge, avait déjà été porté à l'écran quelques années auparavant par Michael Mann dans Le Sixième Sens, Manhunter, mais le film avait été un échec cinglant. Un destin bien sûr radicalement différent pour Le Silence des agneaux, lauréat des 5 Oscars majeurs, meilleur film, réalisateur, acteur, actrice et scénario, égalant ainsi Vol au-dessus d'un nid de coucou et New York, Miami. Lorsque l'agent d'Anthony Hopkins envoya un scénario intitulé Le Silence des agneaux, l'acteur crut d'abord qu'il s'agissait d'un film pour enfants. Heureusement, il a un peu mieux regardé, il s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un rôle évidemment et d'un scénario majeur. Rappelons que le rôle fut proposé successivement à John Hurt, Christopher Lloyd, Dustin Hoffman, Patrick Stewart, Robert Duvall, Jack Nicholson, Robert De Niro et Jeremy Irons, qui déclinèrent les uns après les autres. La voix que prend Anthony Hopkins dans le film est Dixit l'acteur, un mélange de Truman Capote et de Katharine Hepburn. Il reste à jamais l'un des personnages les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Mise en scène au cordeau, rythme haletant, atmosphère glaçante, interprétation époustouflante, suspense insoutenable. Tout concourt à faire du Silence des agneaux un classique impérissable.
Oh, Agent Starling, you think you can dissect me with this blunt little tool? No. I thought that your knowledge... You're so ambitious, aren't you? Do you know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a rube. A well-scrubbed, hustling rube with a little taste. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor white trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia. What does your father do? Is he a coal miner? Does he stink of the land? You know how quickly the boys found you, all those tedious, sticky fumblings in the backseats of cars, while you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to the FBI. You see a lot, Doctor. But are you strong enough to point that high-powered perception at yourself? What about it? Why don't you look at yourself and write down what you see? Maybe you're afraid to. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Elle fait partie du paysage français depuis plusieurs décennies, auteur d'une quinzaine de longs métrages, de Diabolomante, son premier film, à Coup de foudre, en passant par La Baule les Pins, Les Enfants du siècle et Sagan. Nous avons eu le privilège de rencontrer la réalisatrice Diane Curis à l'occasion de la ressortie dans les salles le 20 juin de Cocktail Molotov, son deuxième film réalisé en 1980, et de l'édition DVD d'Un homme amoureux. Diane Curis, bonjour, merci infiniment d'être dans notre émission Flashback, à l'occasion donc de la ressortie en salle et en DVD de Cocktail Molotov. Alors Cocktail Molotov, c'est un road movie sur trois jeunes, Jean durant mai 68, qui vont vadrouiller de Venise à Paris. Pourquoi avez-vous souhaité que cet événement soit plutôt filmé comme une toile de fond, plutôt qu'il soit le cœur du film? Quand j'ai eu envie de faire un film sur mai 68, j'étais assez proche de cette époque. C'était 8 ans plus tard, je crois. Je venais de faire Diabolomante, et puis, je sais pas, mai 68, j'avais 20 ans, et je dois dire que l'époque m'a marquée, comme tous les gens qui avaient 20 ans, en 68. Et je pensais qu'il fallait absolument faire un film sur les événements, autour des événements, et je voulais les barricades, l'esprit de 68 et tout ça. Et je me suis très vite aperçue que c'était impossible de refaire, vivre même sur la toile et pour un court instant, et surtout pour un court instant, l'énormité de ce que ça avait été. Alors j'ai pris la tangente, j'ai choisi l'idée qu'on allait rater mai 68, qu'on allait passer à côté, et qu'en fait ce qu'on allait vivre c'était quand même mai 68, c'était quand même l'esprit de mai qui allait souffler sur cette aventure, sur ce road movie. Et j'ai donc échappé aux barricades, on arrive aux barricades que à la fin du film. Et je me suis dit qu'en racontant l'intimité, le voyage, la découverte de l'amour, de la sexualité, enfin tout ce qui se passait dans la tête de ces jeunes gens qui ont entre 18 et 20 ans, je me disais que j'allais être plus proche du récit de mai 68 que jamais. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le road movie. C'est un film qui a une grande authenticité, enfin je trouve en le voyant. Et en quoi est-il autobiographique? Je suppose qu'il l'est en partie. Le personnage d'Anne, interprété par Élise Caron, est-ce que c'est un peu vous? Complètement vous? C'est un peu moi, comme dans tous les films que j'ai faits, je suis toujours un peu dedans. Même quand je fais Sagan, je suis un peu dans Sagan, même si j'ai pas connu Sagan. Mais je pense que je suis pas tout à fait capable, je crois, d'écrire vraiment des films dans lesquels je ne puisse pas être inscrite. Il se trouve que après Diabolomante, le personnage principal s'appelait Anne, enfin le personnage de la petite fille s'appelait Anne. C'est Anne 5 ans plus tard, qui elle a grandi, et c'est plus que 5 ans plus tard, on est à 63, 68, voilà, oui, si, 5 ans plus tard. Et c'est encore moi, oui, dans d'autres circonstances, j'ai pas vécu exactement les mêmes événements, mais je suis beaucoup dans le personnage, bien sûr. Et les gens qui m'entouraient, les amis qui m'entourent, sont évidemment ils font partie de ma vie aussi. Oui, c'est un film encore une fois très autobiographique, ouais. Même si je me suis pas battue avec ma mère physiquement.
Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a des moments, des rencontres que font les trois personnages, et il y en a une en particulier avec un policier qui raconte comment il a vécu les événements et la violence des événements. C'est une des scènes les plus fortes du film. C'était une scène qui était déjà écrite, ou est-ce qu'on sent que c'est une rencontre très spontanée, enfin c'est quelque chose qui arrive comme ça, et qui est très authentique, qui n'est pas du tout joué. C'était quelque chose qui était totalement prévu au scénario. Ah oui, c'est totalement écrit, la scène est totalement écrite, un peu comme j'avais raconté, j'avais fait faire le récit de Charonne, de la manifestation de Charonne par Corinne Dacla dans Diabolo, et c'était un moment d'une grande intensité. J'ai eu envie de faire parler un CRS, justement parce qu'on est tellement de leur côté, ces trois jeunes là qui regardent les événements sans pouvoir les vivre. Ils les lisent dans les journaux, ils les écoutent à la radio, ils ont qu'une hâte, c'est de remonter à Paris, et ils sont bloqués par les grèves, donc ils courent vers les barricades, ils remontent doucement, très lentement et avec beaucoup de difficultés vers Paris. Et j'ai eu envie, de faire parler un CRS. Je crois que j'ai dû lire des Paris Match et des interviews, et je me suis un peu documentée, comme je l'avais fait pour Diabolo d'ailleurs. Et je ne sais plus exactement si je suis tombée sur un récit par un CRS, ou en tout cas, j'ai eu envie de lui donner la parole. Et donc je me suis projetée de l'autre côté des barricades. C'est Marco Perrin, c'est un acteur, il joue un texte appris, c'est pas du tout improvisé, il est juste très bon. Et il était merveilleux. Et la scène est particulièrement longue. Alors là, quand j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, quand je l'ai numérisé, je trouvais que c'était quand même un peu long. Je me suis dit, quand même, t'exagères. C'est une scène qui dure, je sais pas, presque 5 minutes. Enfin, je sais pas, elle est très très longue. Et en même temps, en effet, c'est une scène qui est marquante parce que on n'entend jamais parler, surtout à cette époque. Enfin, un CRS qui dit sa vérité, qui dit il est à moitié fou, il est devenu à moitié fou, le pauvre. Il a vécu un vrai traumatisme de la même façon que, et c'est lui pourtant qui était chargé de taper sur les jeunes. Enfin, voilà, j'ai bien aimé faire cette scène, mais tout le film est comme ça, c'est une succession de rencontres avec des gens de la société, quoi. Il y a un couple de bourgeois, il y a ce petit étudiant d'un lycée technique, il y a son père qui est flic, il y a un routier en grève, enfin, qui va être bloqué par les grèves, etc., etc. C'est plein de rencontres, et en même temps ils vont à la rencontre d'eux-mêmes, ils vont à la rencontre de leur jeunesse, quoi. Voilà, ils sont. Moi j'ai été frappée en revoyant le film, donc. En effet, je l'avais pas vu depuis toutes ces années. Vous dites parler d'authenticité, oui, je trouve que il est vraiment l'esprit, et dans le dialogue, et dans les costumes, et dans la façon de se comporter, je trouve qu'il correspond vraiment à ce qu'on était, pas tous, mais beaucoup de gens en 68. Alors là, c'est l'année de la commémoration, de la célébration des 50 ans, ça fait bizarre, parce que ça a passé comme je sais pas, 2 ans, mais dans tout ce qu'on voyait de documents, d'interviews, de les AG, les manifestations, etc., je trouvais que l'esprit y était, mais là j'ai l'impression que, parce que c'était une fiction, c'est vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de fiction sur 68, il y en a eu très très peu. Il y a eu La Carapate, il y a eu ce récent film de Bertolucci, il y en a eu peu. Et je trouvais que celui-là, bizarrement, parce que j'étais encore dans cet âge-là, et que je m'étais souvenue de tout, je pense qu'il est assez proche vraiment de la vérité de cet événement culturel, plus que politique, de cet événement sociétal, on va dire. Ouais. On aurait dû parier, j'étais con, je crois. Tu crois qu'elle nous a vus? J'en sais rien, t'as qu'à y aller, comme ça elle va te voir. Vas-y. Qu'est-ce que t'attends, là? Vas-y. Tu crois vraiment que je suis pas capable? Non, j'ai jamais dit que t'étais pas capable, j'ai dit que tu le ferais pas, c'est pas pareil. Finalement, peut-être que t'es pas capable, j'en sais rien. Ça tombe mal, on se retrouve dehors. Tu arrêtes tes conneries. Voilà, je fais pas partie du spectacle. Je m'appelle Frédéric et j'aime une fille qui s'appelle Anne. Elle est là. Et elle aussi elle-même. L'histoire c'est ça, Frédéric aime Anne, et Anne aime Frédéric, seulement voilà, ils n'ont pas le droit de s'aimer, c'est défendu. Je sais pas très bien pourquoi je suis monté sur cette scène, mais... Ah ben t'as qu'à descendre, ouais. Mais ce que je voudrais vous dire, et je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps, c'est qu'il y a des jours où on sait pas quoi faire. Lâchez-moi, foutez-moi la paix.
vous tournez ce film à la fin des années 70, après le succès de Diabolomante. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage ? Autant Diabolo avait été un tournage très facile et heureux et léger et c'était comme une espèce de revanche. Je retournais sur les lieux du crime, je retournais dans mon lycée, le lycée où j'avais vécu ces années que je n'aimais pas du tout. Et donc là, il y avait comme une jubilation à faire Diabolo. On exorcisait quelque chose, quoi. On montait sur les tables, on écrivait ce qu'on voulait sur les tableaux noirs. Et puis les petites filles de Diabolo, elles étaient encore, c'était leur été de vacances. Alors il y avait un côté très joyeux, festif. Pour Cocktail, je crois que c'était plus dur. Peut-être que le deuxième film est un film, il a été plus douloureux à faire. Bon, d'abord on bougeait beaucoup, on se déplaçait tout le temps. Et puis je sais pas, j'ai pas un souvenir d'un bonheur fou de tourner. J'ai un souvenir des difficultés du tournage, plutôt. Et pourtant, j'avais 3 acteurs merveilleux que j'aimais beaucoup, je m'entendais très bien avec eux. Mais j'avais, un sentiment de solitude. Peut-être que Diabolo m'avait un peu isolée. J'ai repris pourtant toute la même équipe technique, quasiment. Mais c'est comme si les choses avaient changé. C'est comme si, ayant fait cet énorme succès, quelque part, il fallait que je paye, quoi. Voilà. C'est un tournage moins amusant, moins heureux. Puis le film a moins marché. Il est quand même sorti aux États-Unis. Il est sorti dans pas mal de pays et tout ça. Mais c'était comme le parcours obligé, quoi, là. Voilà. François Cluzet interprète l'un des rôles principaux dans ce film. Il était totalement inconnu. Comment l'avez-vous découvert ? Comment vous l'avez-vous rencontré et choisi pour ce film ? Je l'ai vu dans un café-théâtre jouer une pièce de Jean Genet qui s'appelait Haute Surveillance et il était absolument formidable. Et donc je l'ai vu et j'ai dit je vais écrire pour lui. Et j'avais pas encore écrit le scénario, je crois que j'étais dans le début de l'écriture. Et il m'a inspiré vraiment j'ai senti que cet acteur avait quelque chose de très naturel, en même temps de très profond, de très écorché. Enfin bon, il était vraiment intéressant. Et alors, évidemment, après Diabolo, on lui a promis une carrière à la Dustin Hoffman immédiate, qui n'est pas arrivée. Donc il a dû en vouloir au film et m'en vouloir quelque part, je présume, parce qu'il était vraiment la petite révélation du film. Et il était formidable. En effet, il est charmant, il est drôle, il joue bien. Enfin bon, il est tout ce qu'il va devenir, quoi. Mais je l'ai repéré comme ça au café-théâtre. Tout bêtement. Et dans le film, dans des rôles un peu plus secondaires, vous avez repéré aussi une génération qui arrive à ce moment-là. On croise dans le film Christian Clavier, Patrick Chenet. C'est intéressant de le revoir avec le recul. C'est toute une génération qui arrive à ce moment-là. Clavier, on était très copains, il y avait déjà le Splendide, hein, ils existaient déjà, moi j'étais assez copine avec eux, j'avais même joué au Café de la Gare, donc on se côtoyait et j'aimais beaucoup toute l'équipe du Splendide, j'allais les voir tout le temps, et donc Clavier, je lui ai demandé est-ce que tu veux bien faire un tout petit rôle, et il n'avait pas encore fait de cinéma vraiment, et il m'a dit bien sûr, puis je m'écrirai mon texte si tu veux, et on se l'est improvisé tous les deux. Chenet, je le connaissais un peu du théâtre aussi, parce que moi j'ai été comédienne, donc j'étais un petit peu de l'autre côté avant. Et oui, j'ai eu la chance finalement de commencer dans ce métier avec toute une génération d'acteurs, toute cette génération, Depardieu, Huppert, Miu Miu, enfin, tous ces gens-là, c'était mes collègues, on va dire. Donc j'ai eu cette chance-là. Et d'ailleurs, dans Diabolomante, tous les rôles des profs, ce sont que des gens avec qui j'ai joué au théâtre ou à la télévision. De Nadine Alary, en passant par Jacques Rispal, tous ces acteurs-là qui font les profs, quoi. C'est que des gens que je connaissais. Parce qu'en fait, je connaissais pas les autres acteurs. Et vous collaborez à nouveau avec Yves Simon, là encore, la bande originale est très présente. Après les succès de Diabolomante, nouvelle collaboration qui accompagne très bien ce road movie. Oui, moi je suis très fidèle, hein. Quand ça marche bien, je continue. Et là, j'avais pas l'idée de prendre un autre musicien. On a rencontré Murray Edge. Je lui disais, je voudrais un chanteur qui ait une belle voix, un chanteur anglais, à la Cliff Richard. Je disais, j'aimerais bien qu'il ait une belle voix comme ça. Alors il a dit, moi j'en connais un. Et il m'a présenté Murray. Et on a fait une 3e collaboration avec Yves Simon. Il a écrit la musique d'un film qui s'appelait Après l'amour, avec Isabelle Huppert aussi, et Bernard Giraudot. Là, je voyais pas de raison de changer. J'ai changé au moment de Coup de foudre du 3e. J'ai pris Luis Bacalov, qui était un Italien, parce que c'était une musique plus orchestrée. Mais là, je voulais des petites musiques un peu simples, un peu au piano ou à la guitare. Je voulais des choses très comme ça de l'époque, quoi. Je voulais qu'on reste vraiment dans la période. Et c'est une collaboration. On est restés amis toute notre vie, hein.
Et après Coup de foudre, donc le film suivant, vous réalisez en 87 Un homme amoureux, qui vient de sortir en DVD. Et là, on est à l'exact opposé de Cocktail Molotov, puisque là, il s'agit d'une histoire passionnée entre un acteur américain et une jeune italienne dans les décors de Cinecittà, dans un cinéma très romanesque, avec des stars internationales, hein, Peter Coyote, Greta Scacchi, qui à l'époque était quand même une actrice très, très connue, tournée en anglais avec des techniciens de haut vol. Je revoyais le casting, Georges Delory, Dean Tavoularis. C'est pour ceux qui connaissent un peu les techniciens de cinéma, c'est des très grands noms. C'était un vrai changement de registre pour vous. J'avais envie, après Coup de foudre, qui a eu un certain succès aux États-Unis, il a eu plus de succès d'ailleurs aux États-Unis qu'en France, puisqu'il a été nommé aux Oscars du meilleur film étranger, etc. Donc il est resté 1 an à l'affiche à New York, je crois. Donc tout à coup, je suis devenue un petit peu la petite coqueluche aux États-Unis. Alors on m'a proposé des sujets là-bas et finalement j'ai passé au miroir aux alouettes, mais faire un film en anglais me plaisait. L'idée d'ouvrir à l'international, ça me plaisait. Je disais, tiens, ça serait bien quand même, je parle bien anglais. À l'époque, je parlais moins bien qu'aujourd'hui quand même. Et j'ai eu l'idée de faire ce film, alors je leur ai proposé, ils me demandaient des sujets. Alors un jour, j'ai rencontré tous les studios après Coup de foudre, vraiment. Et ils m'ont dit, est-ce que vous n'avez pas une idée? Alors, j'ai dit, j'ai une histoire d'amour là qui me plairait bien. Et j'ai fait un contrat, ils m'ont fait un contrat, c'était Warner. Et ils m'ont dit, écrivez-le pour nous, voilà, on va vous donner un producteur. Bon. Et puis j'ai écrit, et puis le producteur me dit, j'aime pas tellement l'histoire, je trouve que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis j'étais à l'époque très, sûre de moi, quoi. Je disais, mais non, mais c'est le film que je veux faire, c'est celui-là, c'est mon histoire, c'est aussi très autobiographique, même si ça se voit moins. Mais j'ai tourné à Cinecittà quand j'étais comédienne et j'ai pas voulu céder, donc j'ai dit allez, rendez-moi le scénario. Donc on a dû leur racheter. Et ici, c'est Michel Sédou, à l'époque, avec Camera One, qui leur a racheté le scénario. Et on l'a fait, avec tous ces ingrédients, ces éléments, ces techniciens incroyables et ces acteurs incroyables. Il y avait Jamie Lee Curtis, que vous n'avez pas cité, et Claudia Cardinal. Oui, c'était une aventure alors assez fantastique, celle-là. Parce que Cinecittà, parce que Fellini tournait Intervista sur les plateaux, et dans les allées du studio, en même temps que nous. Et le film, les techniciens à Cinecittà, ils l'appelaient le film de Tavoularis, parce que moi, j'étais pas du tout connue. Mais lui, par contre, il était le décorateur de Coppola. Et d'ailleurs, un jour, j'arrive sur le tournage à Cinecittà et je dis, oh là, il y a un type qui ressemble à Coppola, c'est incroyable. Évidemment, c'était lui qui venait voir son ami Tavoularis, qui est resté 3 jours avec nous, à nous donner des conseils, comme le parrain. Et non, c'était une belle aventure, cet homme amoureux. Et puis il est sorti, il est allé à Cannes, il a fait l'ouverture du 40e festival, etc. Non, c'était un beau... et pas si différent et pas si loin de l'autobiographie. Il est aussi très personnel, le film. Mais disons qu'il est plus ambitieux parce que tout à coup, il y a un peu plus d'argent et il y a un peu plus de... Oui, il y a un peu plus de cinéma, on va dire. Tu crois vraiment qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois? J'en suis sûr. Moi, je crois qu'aimer plusieurs personnes à la fois, c'est les trahir toutes. Tu vas me quitter? Je déteste qu'on se foute de ma gueule. Tu vas revenir? Si tu crois que tu n'aimes qu'une personne à la fois, c'est toi que tu trahis. C'est un film assez émouvant et pourtant vous avez dit récemment que vous en aviez assez de faire pleurer, que vous préférez désormais faire rire. C'est pas pourtant exaltant d'avoir le pouvoir d'émouvoir le spectateur? Si, mais je me suis rendu compte, par exemple, avec le prochain film, celui que je viens de terminer, je viens de tourner un film avec Fanny Ardant et qui s'appelle Ma mère est folle et son fils, ce sera Vianney qui va jouer son premier rôle et qui est épatant, vraiment formidable. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, alors au fond, c'est peut-être faire rire et pleurer. Et du coup, ce film-là, il est comme ça. C'est-à-dire, Fanny, elle est... Je parle de ce film-là parce que je viens de terminer il y a 2 semaines le tournage. Elle va, je pense qu'elle est éblouissante dans le film et on va la redécouvrir, même si on avait besoin de la redécouvrir, mais avec cette palette incroyable qu'elle a. C'est-à-dire, elle peut
elle est extrêmement drôle et elle est très 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 émouvante et selon les scènes. C'est-à-dire que tout le film, on navigue d'une émotion à un rire et parce qu'elle joue un personnage d'une femme un peu barrée, donc elle est drôle parce qu'elle est en roue libre complètement. Et Vianney, il fait un peu le clown blanc parce qu'il la regarde, maman, mais enfin, tu te rends compte. Et dans les moments d'émotion, elle est bouleversante. Donc finalement, je crois que c'est ça que j'aime, qu'on rit, qu'on pleure. Pas que de la comédie pure. Je sais pas faire des comédies pures, c'est pas mon truc. Mais faire un mélange, ça, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, ouais. À l'époque de Diabolomante, Cocktail Molotov et même durant les années 80, vous étiez l'une des rares femmes cinéastes d'importance en France et même en Europe. C'est une situation qui a changé. Le métier aujourd'hui est de plus en plus, le métier de cinéaste est de plus en plus, pris d'assaut par les femmes et c'est tant mieux et les choses changent, mais comment voyez-vous cette évolution des femmes cinéastes sur ces 20-30 dernières années ? Moi, j'ai toujours été très hostile à l'étiquette film de femme. J'ai jamais voulu qu'on me colle cette étiquette. Alors, à tort ou à raison, je trouve très bien que des femmes fassent du cinéma, mais comme des petits, des gros, des roux, des blancs, des noirs. On est cinéaste, on est bon, on est mauvais, on fait des bons films, on en fait des mauvais quelquefois. Et l'étiquette femme m'a toujours paru suspecte. C'est-à-dire, je voulais pas me servir de cette étiquette-là pour que mes films fassent partie de ces festivals, films de femmes. J'avais l'impression que c'était réducteur, que retourner dans un ghetto, ma famille avait été bien des années auparavant, j'ai pas envie d'être enfermée. Et donc j'avais ce sentiment que j'étais, si on pouvait me considérer comme cinéaste, point, il se trouve que je suis une femme, mais j'avais pas l'impression de faire un cinéma spécifique parce que féminin. Voilà, parce que ça voudrait dire que c'est différent. Ça veut dire que les femmes traitent de sujets, alors plus intimistes, petits. Elles ont plus d'émotions, de tendresse. C'est pas vrai. Bergman fait des films de femmes et Liliana Cavani fait des films d'hommes. J'ai déjà dit ça il y a 30 ans, mais je le redis. Alors, donc très bien, mais l'histoire des quotas, l'histoire de autant de femmes que d'hommes, que les salaires soient égaux, bien qu'il y ait la possibilité pour des femmes de faire du cinéma dans tous les métiers d'ailleurs, que ce soit de la production, Perchman, enfin bon. Mais dire il faut plus de femmes cinéastes, ça veut rien dire. C'est comme plus de femmes peintres aussi et écrivains. D'ailleurs, il y en a beaucoup. C'est une question de courage, de culot, d'ambition, de volonté. Alors qu'on les rassure à l'école, qu'on leur dise oui, vous pouvez faire les mêmes métiers que les hommes, tous les mêmes métiers, tous, pilotes, médecins, tout ce que vous voulez. C'est déjà en marche, ça, je crois. Mais je suis très réticente. Alors c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mon petit chemin à part. Et c'est vrai que j'étais il y avait Agnès Varda, on était quelques-unes quand même. Il y avait Colline Serrault, on n'était pas beaucoup en vrai, mais il y en avait encore moins aux États-Unis. C'est vrai aussi. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir ouvert la voie. Alors peut-être parce que je me suis pas battue comme femme, mais je me suis battue comme cinéaste. Voilà, pour faire un film. C'est du cinéma d'auteur en fait. On espère qu'il est commercial de temps en temps, et on est très content quand ça marche parce que on rassemble les gens, mais pas d'étiquette. Franchement, pas. C'est. Diane Curie, ça fait pas mal d'années que vous tournez. Qu'est-ce qui vous donne toujours l'envie de tourner, de raconter des histoires, alors qu'on sait que les films sont parfois des aventures semées d'embûches, longues, qui peuvent durer des années. Qu'est-ce qui vous excite encore dans ce métier ? Moi, j'ai plein de raisons de continuer à tourner. D'abord, je n'ai pas les moyens de m'arrêter. Il faut que je paye mon appartement qui n'est pas fini de payer du tout. Donc, je ne peux pas m'arrêter. Tout simplement parce que j'ai pas les moyens de m'arrêter. Même si on me pense très riche, c'est pas vrai. Donc voilà, ça c'est un. Deux, je trouve que c'est un métier merveilleux, donc je vois pas pourquoi je l'arrêterais. Si on me laisse la possibilité de continuer, je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus marcher. Parce que je crois que j'ai découvert vraiment quelque chose que j'aime faire et que je sais faire. Alors je sais pas, quelquefois je me plante, quelquefois je fais mieux, quelquefois je fais moins bien, mais j'aime tous les aspects de ce métier. J'aime la rencontre, j'aime l'écriture, j'aime l'aspect technique. Maintenant, j'aime de plus en plus. Et puis maintenant que j'ai un peu plus de maîtrise, j'ai l'impression que c'est encore plus agréable. Voilà. Il y a eu 2 périodes dans ma vie. Il y a eu la période inconsciente. Je faisais des films sans savoir ce que je faisais. J'apprenais.
Donc c'était merveilleux parce que l'inconscience vous donne des ailes, vous prenez des risques, vous faites des films avec des plans interminables, au contraire très courts, on connaît rien au montage et ça donne quelque chose parce qu'on avait une vision. Et puis quand on a, alors la dernière partie, quand on a un peu plus de confiance et de maîtrise, on sait vers quoi il faut pas aller, et c'est plus agréable et c'est plus facile, quoi. On se plante un peu moins. Voilà. Donc je continue à avoir envie de communiquer avec ça, avec ce médium-là. J'ai pas le courage d'écrire des livres. Je laisse ça à mon fils qui a écrit le scénario avec son copain Pietro Caracciolo. Ils m'ont apporté ce scénario. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Le dernier film que je viens de faire, c'est pour parler de la carrière. Et là, je viens de faire un film que j'ai pas écrit, justement. Alors j'ai adoré ça parce que j'ai apporté ce que je pouvais apporter, mon savoir-faire, à une histoire qui n'était pas la mienne. Et si je peux aller vers ça de plus en plus, je serais ravie. Moins besoin d'écrire, plus besoin de réaliser. Donc je suis toujours poussée par par l'envie, la confrontation avec le public. J'aime beaucoup l'autre jour, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu aimes mieux comme étape. L'écriture, le montage, le tournage, la post-production, la sortie. Moi, j'aime bien quand le film est sorti, la tournée province, quand il y en a. J'aime bien rencontrer les gens. C'est le moment agréable. Quand le film marche, évidemment. S'il marche pas, on est malheureux. Mais quand on a des réactions, quand les gens vous parlent du film, ça, c'est toujours le moment le plus... C'est le seul moment où on rencontre les gens qui aiment vos films. Et ça, c'est agréable. Un grand merci à Marion Echard de Malavida pour la réalisation de cette interview. Je rappelle la ressortie de Cocktail Molotov du Dan Curis dans les salles et aussi en DVD le 20 juin, ainsi que l'édition DVD Blu-ray d'Un homme amoureux chez Pathé. Et tout de suite, on parle des événements et des rétrospectives. L'événement de ce mois de juin, c'est la rétrospective intégrale Brian De Palma à la Cinémathèque française, qui a lieu du 31 mai au 1er juillet, à l'occasion de la parution de son premier roman, Les serpents sont-ils nécessaires, coécrit avec Suzanne Lehmann aux éditions Rivage Noir. Et pour nous parler de Brian De Palma, nous avons la chance d'avoir par téléphone Laurent Vachaud, co-auteur avec Samuel Blumenfeld des entretiens avec Brian De Palma, édité chez Carlotta. Laurent Vachaud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, vous avez donc publié ces entretiens avec Brian De Palma. Comment avez-vous rencontré le cinéaste ? Écoutez, ça remonte maintenant à un certain temps, puisque la première rencontre, moi, en fait, avec De Palma, c'était pour la revue Positif, pour laquelle j'écrivais. Je l'avais rencontré à la sortie de l'Impasse. Je me souviens, j'étais avec Philippe Rouillet et c'était pour un entretien donc pour Positif. Et au même moment, Samuel Blumenfeld, qui lui à l'époque travaillait pour Les Inrecuptibles, le rencontrait aussi. Et on avait senti tous les deux qu'il était qu'il avait des choses qu'il avait l'air de vouloir dire sans forcément avoir le temps. Enfin, puisqu'on parlait que de l'Impasse là, nous on avait beaucoup de sujets qu'on aurait eu envie d'aborder avec lui. Il avait l'air tout à fait partant pour les aborder. C'est ça qui nous a fait nous dire, mais si on imaginait un livre, je pense qu'on aurait vraiment matière à beaucoup de sujets à aborder avec lui, et apparemment on sentait qu'il était disposé à parler, alors qu'il avait quand même une réputation de mal léché. Beaucoup de journalistes s'étaient cassés les dents sur lui, mais bon, si il voyait que vous aimiez son œuvre et que vous la connaissiez surtout, et que vous pouviez peut-être lui dire 2-3 choses qu'il n'avait pas entendues ailleurs, on pouvait avoir sa confiance. Donc c'était un peu un challenge qu'on s'était posé. Et à partir de là, donc moi je parle d'une époque où en tout cas tout le monde n'avait pas encore Internet, donc pour le joindre c'était assez compliqué. On passait par des gens qui le connaissaient, on envoyait des lettres, on recevait pas de réponse. Enfin, toujours est-il qu'on a réussi à le recoincer à l'époque où il venait faire à Paris le casting de Mission Impossible, puisqu'il voulait des comédiens français pour certains rôles. Et on a donc pu plutôt commencer plus exactement, les entretiens pour le livre à ce moment-là. Et ça, c'était donc en 1994. Mais on a vraiment pu terminer le livre des années après. Moi, j'étais allé le voir juste quand il venait de finir Mission Impossible 4-5 jours à Londres, où on avait pu un peu parler de certains films, mais il était vraiment épuisé, je me souviens, parce que c'était quand même après un film qui avait été très fatigant à faire. Et en fait, on est retourné à New York en 1998 après, et donc on l'a perdu de vue quand même pendant presque 3 ans. Et donc c'était là assez problématique, parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir terminer ce bouquin un jour.
Entre-temps, on avait trouvé un éditeur et c'était vraiment c'était un peu l'inconnu. Hein. Aujourd'hui, ça fait sourire parce qu'il est très disponible. Enfin, on le voit venir des rétrospectives. Mais c'était pas comme ça il y a 20-25 ans. Alors, ce qu'on découvre dans votre livre, c'est ça. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Et ce n'est pas forcément évident quand on connaît pas bien Brian De Palma. C'est la part autobiographique dans ces films. Comment elle se révèle en fait cette part autobiographique dans la filmographie de Brian De Palma? Il se trouve en fait nous que d'abord en France, en tout cas, on connaissait presque rien de sa vie familiale, privée, parce que c'est pas quelqu'un qui en parle. Et moi, il se trouve que j'avais lu, et Samuel aussi, un livre qui s'appelait The Devil's Candy, qui n'était pas traduit en français, mais qui était consacré au tournage du Bûcher des Vanités, et qui avait été écrit par une amie journaliste à lui, et qui avait en fait suivi tout le tournage du Bûcher des Vanités, et raconté un petit peu tous les problèmes qu'il avait rencontrés. Le tournage avait été quand même assez problématique et le film a été une catastrophe commerciale. Et là, il y avait des éléments de biographie qui livrait et que moi, en tout cas, je n'avais jamais entendu avant. Et c'est là où on a vu qu'il y avait quand même qui suivait son père, quand son père allait voir ses maîtresses, enfin des choses qui nous semblaient quand même très proches de certains de ces personnages, comme le personnage de Peter Miller qui est joué par Keith Gordon dans Pulsion, une espèce de petit scientifique comme ça qui construit des machines pour espionner, pour filmer. Il avait fait lui ça quand il suivait son père. Et dans le film, on voit que Peter Miller construit une espèce de caméra pour filmer le cabinet du docteur Elliot pour savoir qui est la tueuse qui est parmi ses patientes. Donc, ça nous paraissait quelque chose d'un angle intéressant pour De Palma parce que c'était un cinéaste dont on parlait souvent comme un cinéaste dérivatif qui faisait des films inspirés des œuvres des autres cinéastes, Hitchcock, Howard Hawks. Donc, il y avait bien sûr cette dimension-là, mais qui nous apparaissait quand même aussi très relative parce que l'influence d'Hitchcock sur De Palma, en tout cas ouverte, ça concerne 5 films à peu près, pas beaucoup plus. Et cette dimension autobiographique nous paraissait quand même vraiment importante et en tout cas à explorer. Et c'était un des axes qu'on voulait avoir pour ce livre d'entretien. Alors, de prendre la dimension autobiographique de cette œuvre. Brian De Palma est sans doute un des cinéastes qu'on pourrait qualifié vraiment de maniériste. Ce n'est pas du tout péjoratif, c'est un terme, je pense, qui convient assez bien à sa façon de faire, sa façon de filmer, où il multiplie les ralentis, les split screen, la caméra subjective, où c'est vrai, et certains adorateurs du cinéaste en France, ils sont quand même assez nombreux, disent même que la mise en scène devient presque le sujet de ces films, on en oublie l'histoire. Est-ce que vous rejoignez, vous êtes un admirateur total de ça ou parfois, oui, cette mise en scène qui devient presque un sujet d'étude devient presque étouffante et un peu excessive? Moi, je trouve qu'il y a des films qui se prêtent effectivement à ça, notamment beaucoup des films de la période inspirés par les films Hitchcock, mais il y a d'autres films qui sont au contraire avec une mise en scène très documentaire, presque nouvelle vague. Quand vous voyez ces films des années 60 comme Greetings, I'm Home, c'est au contraire pas du tout. Il y a quelques effets de style, des accélérés, mais on sent que l'influence c'est plus les films de Richard Lester, la nouvelle vague française. C'est pas du tout le maniérisme qu'on a pu voir apparaître à partir de Fleur de sang ou Blowout. Pulsion, vous voyez, ce côté-là qui peut faire penser aussi à certains films de Dario Argento, qui avait un peu cette tendance aussi à travailler le film criminel comme ça avec des grands effets de style. Moi, je trouve toujours chez lui une grande émotivité. C'est ça qui le raccroche à Hitchcock. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il filme des scènes de douche, c'est que ces films sont extrêmement. On sent que c'est un type qui est à fleur de peau. Et cette emphase, justement, des fois, ce goût pour les effets, révèle ça. Et moi, ça me plaît beaucoup. Mais je trouve qu'on l'a souvent trop réduit, en tout cas en France, à quelqu'un qui s'inspirait des films d'Hitchcock. Et c'était quelque chose qu'on voulait aussi relativiser, parce que il y a des tas de films qui n'ont rien à voir avec Hitchcock, et il a des effets de style qui n'ont rien à voir avec le style d'Hitchcock. Par exemple, on parle du ralenti. Trouvez-moi un film d'Hitchcock dans lequel il y a un ralenti. Moi, j'en vois pas. Ou alors il y a un très très faible effet de ralenti dans la maison du docteur Edwards, dans la scène de rêve.
mais c'est pas vraiment ce que le ralenti tel que l'emploi De Palma. Donc vous voyez l'écran partagé, le split screen, qui est une de ses figures de style favorite, il y en a pas chez Hitchcock. Donc vous voyez, il y avait plein de choses à relativiser comme ça, et il a un style qui lui est propre, il a une éducation qui lui est propre, il a aussi une sensibilité qui est très différente de celle d'Hitchcock. Il n'y a pas cette notion de culpabilité qu'il y a dans beaucoup de films de Hitchcockiens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait lui faire dire. Pour justement que les gens puissent prendre la mesure d'une œuvre qui n'est pas seulement celle d'un pasticheur ou d'un type qui fait à la manière d'eux, parce que c'est quand même, surtout aux États-Unis, l'image qu'il a. Hein, on dit que c'est un type qui ne sait faire en fait que des imitations de films de grands maîtres. Oui, et c'est d'ailleurs sans doute peut-être une des raisons, ou la principale raison, qui fait qu'il n'a jamais eu la reconnaissance artistique aux États-Unis. Contrairement à ses petits camarades du Nouvel Hollywood, ça c'est quand même assez frappant, il n'a jamais été nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur. Alors il a eu des prix par ailleurs, mais aux États-Unis c'est quand même frappant. Comment on peut expliquer, oui, alors il y a bien sûr cet aspect-là de pasticheur hitchcockien, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ce manque de reconnaissance outre-Atlantique? Oui, vous savez, les Oscars, enfin, pour ce qui est des Oscars, les Oscars c'est surtout un concours de popularité au sein de la communauté hollywoodienne. Des gens comme Hitchcock ou comme Kubrick n'ont jamais eu l'Oscar du meilleur réalisateur. Et donc ça, c'est est-ce que vous jouez le jeu? Est-ce que vous habitez à Los Angeles? Est-ce que vous faites des campagnes pour avoir l'Oscar? Est-ce que vous serrez des louches? Enfin, comme pendant une campagne électorale, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que lui, il a jamais joué ce jeu-là. Je crois qu'il se tape complètement d'avoir un Oscar, même si au fond de lui, il y a un désir de reconnaissance. Hein. Mais il est trop fier ou il a jamais voulu jouer ce jeu. Et des gens comme Spielberg, comme Coppola, eux étaient plus là-dedans et ont eu la chance peut-être aussi de faire des films qui ont été plus ouvertement reconnus et sur le plan critique et sur le plan commercial. Lui, à cause de ses enfants à Hitchcock, à cause de cette image comme ça qu'il avait de faire. Vous savez, on n'a pas des films, on n'a pas des Oscars à Hollywood quand on fait des films où on tue des femmes, où on montre des serial killers, où on montre des hectolitres de sang. Ça, c'est pas du tout l'image du film à Oscar. Donc il était mal parti pour en décrocher. Et d'ailleurs, il n'en a pas eu. Moi, je pensais même qu'il allait avoir une nomination aux Oscars pour Les Incorruptibles, par exemple, qui avait valu. Oui, qui avait quand même été bien reçu là-bas, oui. Voilà, mais il l'a pas eu. Il l'a pas eu non plus. Scarface a été complètement ignoré par les Oscars parce que c'est un film trop violent. Al Pacino, pourtant, aurait mérité un Oscar du meilleur acteur. Sean Penn aurait dû avoir l'Oscar du meilleur second rôle pour L'Impasse. Il a même pas été nommé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, au sein de la communauté hollywoodienne, c'est pas seulement les critiques, ne passe pas pour quelqu'un d'estimable. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même une carrière très très chaotique, puisque il a vraiment alterné pendant une trentaine d'années entre succès et échecs, certains échecs qui sont devenus ensuite des succès ou des films cultes, mais il a aussi, vous parliez tout à l'heure du Bûcher des Vanités, qui en fait vraiment partie, a connu de très gros échecs, mais il s'est quand même tout le temps relevé, mais il semblerait là quand même depuis une dizaine d'années qu'avec les États-Unis, ça n'est plus vraiment une histoire facile et qu'il se tourne maintenant vers l'Europe pour tourner ses nouveaux films. Oui, vous savez, ça a été le cas d'autres cinéastes avant lui, pour des raisons diverses et variées. C'est-à-dire quand vous trouvez plus de financement en Amérique, le prestige que vous avez outre-Atlantique vous amène des fois à aller chercher des financements ailleurs. Donc lui se trouve dans ce cas-là. Je pense aussi qu'il a un ras-le-bol de la manière dont on fait des films en Amérique aujourd'hui. Enfin, quand vous voyez le cinéma américain actuel, c'est pas franchement quelque chose où un cinéaste comme lui peut trouver sa place. Enfin, faire des films de super-héros, des films pour ados, lui, c'est quand même le jour et la nuit. Même Martin Scorsese, vous voyez, pour son dernier film, il a été obligé d'aller chercher le financement chez Netflix. Oui, enfin, moi, je pense aussi que il n'est pas quelqu'un qui veut à tout prix, vous voyez, rester dans le game. C'est-à-dire, sinon il aurait pu se mettre à faire des films de Batman, des choses comme ça. S'il avait vraiment voulu rester dans le coup, il ne veut faire que les films qu'il a envie de faire. Il ne veut pas faire des séries télé. Il a eu une expérience même de téléfilm avec HBO qui s'est
très mal passé parce que il avait pas envie de suivre leurs indications. Il trouvait que la forme, en tout cas, de la série télé ou du téléfilm HBO actuel n'est pas une forme où le metteur en scène trouve sa place. C'est-à-dire où c'est juste un employé, comme à l'époque des grands studios. C'est le scénariste et le producteur qui sont les rois, et le réalisateur est vraiment engagé pour mettre en boîte le truc. Et tous les réalisateurs d'une série, en fait, doivent faire le même genre de mise en scène. Donc lui, ça, c'est pas quelque chose qui lui convient du tout. Donc c'est pas quelque chose qu'il a regardé avec envie. Donc s'il est venu en Europe pour faire Femme Fatale, pour faire, c'est parce qu'il n'arrivait pas à les monter. Enfin, peut-être qu'il les aurait montés, mais beaucoup plus difficilement. Et il se sentait beaucoup plus libre, en tout cas en Europe, et peut-être plus respecté. Alors aux spectateurs qui ne connaissent pas tous les films de Brian De Palma et qui vont les découvrir là pendant cette rétrospective, quel est le film? Alors bien sûr c'est totalement subjectif comme toujours, mais quel est le film ou même la scène, parce qu'il peut y avoir de très bonnes scènes dans un film pas forcément mémorable, mais une scène qui nous retient, ce serait quoi? Ce serait quel film de Brian De Palma selon vous? Il y en a vraiment des dizaines, parce que s'il y a un cinéaste du morceau de bravoure, c'est bien De Palma. C'est-à-dire que vous avez énormément de ces films qui sont construits comme ça autour de 4-5 grands moments visuellement époustouflants, et on sent que le film après jette des passerelles entre ces grands moments pour faire exister le film. Après, bon, chacun a ses préférés. Moi, l'image qui me reste le plus, c'est en tout cas sur le plan émotionnel, je ne vous parle pas forcément de la mise en scène. Par exemple, la fin de Blowout, c'est quelque chose, moi, que je trouve déchirant. C'est-à-dire, quand vous avez Travolta qui est obligé de regarder son film d'horreur Lose, qu'il a sonorisé avec le cri de la femme qu'il aimait, qui meurt vraiment, mais il est seul à le savoir, et qu'il se répète à lui-même, ça c'est un cri, ça je trouve que c'est absolument déchirant. C'est peut-être, moi je trouve, la plus belle scène du cinéma de De Palma. Après, il y en a des dizaines d'autres. La poursuite dans la fin de Carlitos Way, c'est techniquement, émotionnellement, c'est je pense un sommet de son œuvre. Vous avez des tas de scènes de Mission Impossible. Enfin, moi, je pense que le cambriolage à la CIA, c'est très inspiré du film de Jules Dassin, Top Capi, mais c'est quand même extrêmement jouissif. Vous avez la scène de pulsion quand aussi il y a une filature dans le métro avec Nancy Allen, ou la scène du musée quand Angie Dickinson se fait draguer par un homme. C'est purement une scène visuelle avec de la musique, il n'y a pas un dialogue, et c'est là qu'il est très bon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait très très bien se filmer des choses très visuelles en se passant du dialogue. C'est pas un metteur en scène qu'il faut aller chercher pour mettre en scène des courtroom dramas, enfin des choses qui se passent pendant la procès. C'est pour ça qu'il était, à mon avis, pas forcément très à l'aise avec le bûcher des vanités. Bah écoutez, merci beaucoup Laurent Vachaud de nous avoir donné envie là de redécouvrir et de découvrir évidemment cette filmographie de Brian De Palma, donc qui à travers cette rétrospective à la Cinémathèque française, donc du 31 mai au 1er juillet. Et puis je rappelle bien sûr la parution de votre livre d'entretien avec Samuel Blumenfeld, édité aux éditions Carlotta, qui comporte également 6 DVD, 6 films emblématiques de De Palma: Phantom of the Paradise, Fury, Pulsion, Blowout, Body Double et Scarface. Merci beaucoup Laurent Vachaud. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. J'ajoute qu'une discussion avec Luc Lagier aura lieu à la Cinémathèque française le jeudi 7 juin à 19h30 à la suite de la projection de Phantom of the Paradise. Et puis j'ajoute également qu'une édition prestige limitée du documentaire De Palma, réalisé par Noah Baumbach et Jack Paltrow, sortira le 6 juin chez Carlotta en édition DVD Blu-ray. Parmi les autres événements de ce mois de juin, un cycle consacré à Francis Ford Coppola à la Cinémathèque de Toulouse du 1er au 30 juin. Une très bonne initiative, occasion de se replonger dans l'œuvre de l'un des plus grands cinéastes du Nouvel Hollywood, qui a démarré sa carrière à la fin des années 60, qui culminera bien sûr dans les années 70 avec la trilogie du Parrain et Apocalypse Now, selon moi le plus grand réalisateur au monde à l'époque, et puis qui va ensuite connaître une carrière un peu plus avec évidemment en dents de scie, son souci énorme d'indépendance, la création de son studio American Zoetrope au début des années 80, un rêve qui va se fracasser face à l'échec cinglant de Coup de cœur, qui l'obligera ensuite à accepter des commandes plus ou moins bonnes. Dans les moins bonnes, évidemment, on peut citer le dispensable Peggy Sue s'est mariée, mais dans les
évidemment mémorables. Citons le Parrain 3 qui à l'origine était une commande pour enflouer son studio American Zoetrope. Donc c'est une très bonne initiative de la Cinémathèque de Toulouse de se replonger dans cette œuvre. Au programme d'ailleurs presque tous les films du cinéaste. 2 Conversations secrètes réalisées en 1974, Palme d'Or au Festival de Cannes, à Apocalypse Now en 1979, 2e Palme d'Or au Festival de Cannes, la trilogie du Parrain bien sûr, et puis aussi ces films plus récents, notamment L'Idéaliste, L'Homme sans âge et Tétro. La Fondation Pathé, elle, propose pour clore sa saison un cycle autour des premières images du Maghreb. Et oui, les projecteurs seront plus précisément braqués sur le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. La Fondation exhumera les premières images filmées de ces 3 pays d'Afrique du Nord et reviendra ainsi sur le regard pétri de l'idéologie coloniale que l'industrie cinématographique porte sur le Maghreb à l'orée du XXe siècle. Des films donc qui sont extrêmement rares. 2 cinéastes se démarquent cependant par leur regard intime sur le Maroc et la Tunisie. Gabriel Vert, bien sûr, qui fut un des collaborateurs inspirés évidemment des Frères Lumière, photographe et cinéaste qui dresse un portrait vibrant du Maroc. Et puis Albert Samana Chikli, qui fut le premier et seul cinéaste autochtone tunisien à réaliser des fictions dans son pays natal. Donc une sélection d'œuvres donc à redécouvrir à la Fondation Jérôme Sédou Pathé, avec un en ciné-concert au programme, donc entre autres Les 5 Gentlemen Maudits de Luis Mora, L'Atlantide de Jacques Feder, Yasmina de André Hugon, L'Occident d'Henri Fécourt et Le Bled de Jean Renoir. Enfin, nous terminons cette partie événement rétrospective avec le cycle Cinépop Wiz au Forum des Images qui a lieu du 6 juin au 6 juillet. Un cycle dédié à la musique populaire et surtout à ceux qui la font à travers différents mouvements musicaux, le glam rock, la French touch, le hip-hop ou la pop contemporaine. Un cycle qui proposera au public des leçons de cinéma autour de François de Roubaix, célèbre compositeur des films de Jean-Pierre Melville et de l'homme orchestre avec Louis de Funès, qui est présent dans ce cycle, et aussi une leçon de cinéma autour de David Bowie, ainsi qu'une programmation de 70 films, parmi lesquels Barry Lyndon, Christine, Do the Right Thing, Mauvais Sang, Les Aventuriers, Les Griffes de la Nuit, Phantom of the Paradise et le très survolté Sailor Lula de David Lynch. I didn't have much parental guidance. Baby, you better run me back to the hotel. You got me hotter than Georgia asphalt. This whole world's wild at heart and weird on top. Dans notre histoire du cinéma, nous revenons sur la genèse de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, à l'occasion de la ressortie du film le 13 juin en 70 mm et version restaurée 4K. Cannes, 13 mai 2018. Dans la salle de Bussy pleine à craquer, le public attend, fébrile, l'événement de ce 71e festival. La projection en 70 mm de 2001, l'Odyssée de l'espace, dans une nouvelle copie supervisée par Christopher Nolan. À l'entrée de la salle, chaque spectateur reçoit le dossier de presse du film, une reproduction à l'identique de celui distribué en 1968. Nolan présente cette projection, accompagné de Katerina Kubrick et de Jan Arlan, beau-frère et producteur de Stanley Kubrick. Puis soudain, les lumières s'éteignent, le silence envahit la salle, les premières notes d'Ainsi parle Zarathustra de Richard Strauss retentissent, le spectacle peut commencer. Mais revenons plus de 50 ans en arrière, en 1964. Après le succès de Dr. Folamour, Stanley Kubrick est en quête de nouveaux projets.
il contacte l'écrivain scientifique Arthur C. Clarke et lui demande de collaborer à un film de science-fiction, un genre cantonné jusque-là à des séries B fantaisistes. Kubrick veut désormais que l'on prenne la science-fiction au sérieux. Il propose à Clarke une méthode plutôt inhabituelle, celle de commencer par écrire un roman à 4 mains avant d'attaquer le scénario, un projet qui les occupera 2 ans. Kubrick accepte d'utiliser la nouvelle de Clarke, la Sentinelle, comme idée centrale, soit la découverte d'un objet laissé il y a des millions d'années par une civilisation extraterrestre. Le 25 décembre, Clarke achève un premier jet du roman qui se termine sur la séquence de la Porte des Étoiles. Le roman ne sera publié qu'après la sortie du film. Kubrick parvient à vendre à la MGM l'idée d'un film basé sur cette histoire. Le budget est alors estimé à $6 millions. Au printemps 1965, Kubrick recrute ses acteurs, Kerdula et Gary Lockwood en tête, ainsi que son équipe, soit 35 décorateurs, 20 spécialistes en effets spéciaux, dont le fameux Douglas Trumbull, inventeur du procédé split scan sur la séquence de la Porte des Étoiles, qui devait initialement partir en Angleterre pour 9 mois et qui restera près de 3 ans. Au total, plus d'une centaine de personnes sont engagées. Au studio de la MGM à Boreham Wood, près de Londres, les techniciens s'affairent à construire les décors et à réaliser les maquettes les plus détaillées jamais utilisées dans un long métrage. Le département maquillage confectionne les combinaisons des singes pour la séquence de l'Aube de l'Humanité et les costumiers doivent imaginer les tenues que l'on porterait en 2001. Afin de créer un futur le plus crédible possible, Kubrick se rapproche de la NASA qui le conseille sur l'élaboration et le design des modules du vaisseau spatial Discovery ainsi que sur les tenues des astronautes. Rappelons qu'à cette époque, la conquête de l'espace battait son plein, théâtre de la lutte sans merci que se livraient les Américains et les Soviétiques. L'homme n'avait pas encore foulé le sol de la Lune alors que le film de Kubrick devait transporter le spectateur vers Jupiter et au-delà. Pendant ce temps, le scénario continue d'évoluer. Le tétraèdre noir initialement envisagé devient un monolithe. Après plusieurs fins possibles, Kubrick décide de conclure sur la transformation de l'astronaute Bowman en nouveau-né. Le cinéaste et Arthur C. Clarke tergiversent sur l'apparence donnée aux extraterrestres. Il décide finalement de ne pas les montrer. Quant à l'ordinateur HAL, qui supervise toutes les opérations du vaisseau Discovery et réputé infaillible, il sera représenté par un œil rouge, habité par la voix glaçante et monocorde de Douglas Rains. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. Certains remarquèrent qu'en décalant d'un rang chacune de ces lettres, le sigle HAL devenait celui d'IBM, bien que Kubrick et Clarke aient toujours refusé cette interprétation. À noter que la chanson Daisy, fredonnée par HAL au moment de mourir, était aussi la première chanson de l'histoire enregistrée par une voix synthétique d'ordinateur, le calculateur IBM 704. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes. I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. Le 29 décembre 1965 est lancé le premier CLAD dans les studios de Shepperton, suffisamment spacieux pour accueillir les immenses décors de cette production à nul autre pareil. Le tournage va durer 7 mois. Kubrick commence par filmer la scène des fouilles lunaires dans le cratère Tycho. Le décor est une fosse immense,
construite sur le deuxième plateau le plus grand d'Europe. Au début de l'année 1966, Clark achève la première version du roman, rajoutant la rébellion de l'ordinateur HAL et la scène de la chambre d'hôtel. En mars de la même année débute le tournage dans la centrifugeuse de la navette Discovery. Le Vickers Engineering Group a construit une véritable roue tournant à 360 degrés pour un coût de 750 000 $. Un système de télévision en circuit fermé permet à Kubrick de diriger ses acteurs depuis l'extérieur de la roue. À l'intérieur, la caméra est tantôt fixée au décor et tourne avec lui, tantôt fixée sur un petit chariot qui reste avec les acteurs en bas du plateau tournant. Kubrick, avec son exigence désormais légendaire, tenait absolument à ce que les câbles qui soutenaient les acteurs et les cascadeurs soient parfaitement invisibles lorsque les astronautes sont supposés flotter dans l'espace. Il fit donc tapisser de velours noir la totalité du plafond du plateau de tournage, monta les caméras verticalement et filma les astronautes d'en bas afin que leur corps cache les câbles. Début 1967, Kubrick engage le compositeur Alex North pour écrire la musique du film. North avait déjà collaboré avec Kubrick sur Spartacus. Il lui demanda notamment de composer une valse pour accompagner les scènes de vols spatiaux. Mais le cinéaste en décida autrement et préféra le Beau Danube bleu de Johann Strauss, qui devait à l'origine être une musique provisoire. Pas une note de la musique d'Alex North ne figura dans le montage final, aux grand dames du compositeur. Ce à quoi Kubrick répondait lapidairement « Pourquoi utiliser des morceaux moins bons quand on dispose de tant de grandes œuvres de musique orchestrale du passé et d'aujourd'hui ?» L'année 1967 se poursuit avec la réalisation d'effets spéciaux particulièrement complexes, d'une ampleur inédite pour l'époque. Un travail qui demanda plus de 18 mois d'efforts et coûta 6 millions de dollars sur un budget total de plus de 10 millions. En mars 1968, Kubrick présente une première version du film au cadre de la MGM à Culver City. Il ressort de la projection pour le moins déconcerté face à une œuvre quasi expérimentale, presque sans dialogue. Le cinéaste décide alors de couper le prologue qui voyait des grands savants discuter de la possibilité d'une vie extraterrestre. Le 3 avril 1968 a lieu la première à New York. Kubrick coupe encore 19 minutes du film qui durait initialement 2h41, écourtant des scènes de l'aube de l'humanité et de l'astronaute Paul faisant son footing dans Discovery. Le 6 avril 1968 sort la version définitive, avec 16 mois de retard et un dépassement de budget de 4,5 millions de dollars. Les critiques américains n'épargnent pas Kubrick, certains qualifient en 2001 l'Odyssée de l'espace de prétentieux, obscur, trop long, sans direction. Pauline Kael, la redoutable plume de New Yorker, ira même jusqu'à déplorer son manque d'imagination monumentale. 30 jours après le début de son exploitation, le studio s'apprête à le retirer de l'affiche. C'est alors que les salles vont commencer à se remplir. En pleine période psychédélique, la jeune génération voulait vivre à tout prix le trip ultime. Le film resta à l'affiche durant des mois et finit par obtenir un véritable succès. Le film décrocha 4 nominations aux Oscars, mais Kubrick remporta seulement la statuette des meilleurs effets visuels, le seul Oscar de sa carrière. 50 ans après, 2001, l'Odyssée de l'espace garde intact son fascinant mystère. On est toujours sidéré par le tour de force technique, l'utilisation exceptionnelle du son, la respiration de l'astronaute demeurant comme l'une des trouvailles les plus fulgurantes jamais vues sur un écran, et son art inouï de l'ellipse, l'os lancé par le singe, se transformant soudain en une navette spatiale, un raccord devenu emblématique. 2001 fait partie de ces œuvres rares qui résistent à toutes les interprétations, à toutes les théories. D'ailleurs, quand on interrogeait Kubrick sur le sens de son œuvre, il déclarait « Est-ce que vous apprécieriez autant la Joconde aujourd'hui si Léonard de Vinci avait écrit en bas du portrait « Cette dame sourit en pinçant les lèvres parce qu'elle a les dents pourries ou parce qu'elle cache un secret à son amant ?» Cela bloquerait l'interprétation de celui qui regarde le tableau, l'enchaînant à une réalité autre que la sienne. Je ne veux pas que cela arrive avec 2001. Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick a résolument changé l'histoire du cinéma pour l'éternité.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 2 juillet pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.